Bien, bonjour. Je suis Nicolas Piquet, enseignant-chercheur à l'INSPE de Grenoble et je suis ici en tant que modérateur de cette conférence du Printemps de la recherche en éducation. L'enjeu de cette manifestation est de promouvoir la place de la recherche en éducation à destination des enseignants et des intervenants dans l'éducation. Le thème choisi par le réseau des INSPE cette année pour cette 8e édition est l'histoire et l'épistémologie des disciplines. Plusieurs disciplines ont déjà proposé des interventions et aujourd'hui, ce sera le tour de la philosophie. En tant que modérateur, je vais pouvoir recueillir les questions que vous pourrez poser ou que vous souhaiterez poser à l'intervenante que je vais présenter très rapidement. Vous pourrez poser ces questions par l'intermédiaire de la petite icône question qui est en bas à droite de votre écran. J'en ferai la synthèse et je les poserai en votre nom à l'issue de l'intervention. Je vais maintenant présenter l'intervenante. Il s'agit de Delphine Antoine Mahut, qui est professeure de philosophie, professeure d'histoire de la philosophie moderne, pardon, à l'École normale supérieure de Lyon. Elle est spécialiste de Descartes et à partir de Descartes, elle s'est aussi intéressée à la réception de Descartes au XVIIIe et XIXe siècle et ce qui l'a amené à s'intéresser à l'histoire de la philosophie et également à l'enseignement de la philosophie. Et c'est à ce titre-là que nous avons le plaisir de la recevoir. Je termine cette introduction rapidement pour lui céder la parole, ce qui est l'essentiel, en présentant le titre de son intervention, le canon des humanités, éléments de réflexion. J'indique aussi, mais je crois qu'il va en être question par la suite, le titre d'un de ses livres qui porte sur la question qui nous intéresse aujourd'hui et qui s'intitule « L'autorité d'un canon philosophique, le cas Descartes » qui est paru récemment aux éditions Vrin. Voilà, je vais disparaître de l'écran après avoir cédé la parole avec plaisir à Delphine Antoine Mahut. Je recueille les questions et je réapparaîtrai au moment de la fin de l'intervention pour les poser en votre nom. Je vous remercie et je remercie encore Delphine Antoine Mahut d'avoir accepté cette proposition et je lui cède avec plaisir la parole. Merci. Merci beaucoup Nicolas, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui, même si je ne peux vous voir, je me réjouis beaucoup et c'est un honneur pour moi de participer à cette manifestation du Printemps de la recherche en éducation. Et pour commencer, je me suis demandé quelle image serait la plus susceptible de visualiser ce dont il va être question aujourd'hui. Et pour ce qui concerne le canon des humanités, il me semble que un ensemble de livres empruntés à une collection comme celle des classiques Garnier peut très bien faire l'affaire. Donc, entrons directement dans le vif du sujet, si je puis dire. Donc, par canon des humanités, on désigne généralement une liste d'auteurs, d'œuvres, de problèmes que l'on estime dignes d'être enseignés aux jeunes générations parce qu'il véhicule des contenus et des valeurs exemplaires. Donc, le canon est entretissé évidemment de valeurs morales. Et ces valeurs sont consacrées par l'usage. Elles le sont et elles l'ont été dans des institutions, des programmes d'enseignement, des manuels et des collections de classiques telles que celles que je viens de vous présenter dans la vignette qui précède. Et le point important, et je reprends ici une expression que l'on trouve dans beaucoup de rapports de jury notamment, c'est que l'on estime que ces figures canoniques qui forment le canon sont propices, en raison des qualités que l'on vient d'énumérer, à la formation de l'esprit critique et à l'épanouissement des jeunes générations. Alors, plus précisément encore, et là j'en viens à la dimension peut-être plus qui concerne plus la recherche et qui est une dimension plus épistémologique, un canon, ça désigne un ensemble de lectures, un ensemble de réceptions, un ensemble d'interprétations qu'on considère comme légitimes ou comme plus légitimes que d'autres et qui sont donc devenues en quelque sorte des normes. Or, il se trouve que depuis quelques décennies déjà, et avec des accents et des modalités qui diffèrent en fonction des pays, les humanités sont entrées dans une période forte de critique contestant l'autorité du petit nombre de modèles du passé ayant leur place dans ce canon. Alors l'argument récurrent et le plus important de ce point de vue-là, c'est celui de l'absence de coïncidence
voire même de contradiction directe entre les contenus et les valeurs promulguées par ce canon, d'une part, et les expériences de celles et de ceux qu'il est supposé représenter, éduquer, aider à se repérer et à s'affirmer dans notre monde contemporain. Dans la version, disons, dure de cette critique, qui spécifie sa forme actuelle par rapport aux batailles passées dans les humanités, ce canon est désigné comme exclusif et de ce fait symboliquement violent. Il est représentatif d'un ordre patriarcal, raciste, colonial, qu'il convient d'oublier, hein, c'est le fameux terme cancel culture, qu'il convient d'oublier et de renouveler par d'autres figures, d'autres valeurs plus multiculturelles, plus inclusives. Notre actualité politique récente a forgé de nouveaux mots en isme et elle a largement relayé et commenté certaines initiatives pour alimenter ce débat. Du wokisme à l'islamo-gauchisme, je mets évidemment autant de guillemets à ces termes, en passant par les injonctions à modifier la fin de Carmen, qui s'achève sur un féminicide, à retirer Balzac des programmes de littérature en raison de sa misogynie, et Churchill des programmes d'histoire pour son racisme, ou les métamorphoses d'Ovide en raison du caractère triggering, comme disent nos collègues outre-Atlantique, c'est-à-dire déclencheur, offensant, marginalisant, des récits d'exclusion et d'oppression que l'on y trouve, le moins que l'on puisse dire est que le débat se révèle éminemment passionnel et, par certains aspects, et parfois tout à fait passionnant. Alors, quel est l'enjeu de revenir sur ce débat? En fait, il y a deux principaux enjeux pour nous aujourd'hui et relayés au thème des conférences qui nous rassemblent. Le premier enjeu, il est bien sûr pédagogique. Hein, il s'agit de savoir comment enseigner les classiques pour former la faculté de juger, puisque tel est censé être l'objectif principal de l'éducateur ou de l'éducatrice. Mais la seconde série d'enjeux, et c'est peut-être celle qui va nous intéresser encore davantage, c'est une série d'enjeux épistémologiques. C'est la question de savoir comment étudier les jugements, les arguments du passé. On voit bien que le lien est très fort entre les deux et que selon, disons, la façon dont on traduit ou ne traduit pas justement la recherche dans son enseignement, eh bien, on va se faire de ce débat une représentation très différente. Alors, dans cette intervention, je propose d'ouvrir à la discussion, donc en revenant sur cette question en 4 moments, bref, de manière à ce qu'ensuite, on ait encore du temps. Donc, après avoir rappelé la genèse et les enjeux de ce qu'on a appelé la guerre des canons, je me focaliserai plus précisément sur les figures clés du canon en histoire de la philosophie moderne. J'emprunte l'expression à un article dont je vous donnerai les références tout à l'heure, hein, l'expression « la crème de la crème », pour désigner ce fameux club des 6. Et je vais me focaliser ensuite au sein de cette galerie, plus particulièrement sur la figure paradigmatique de Descartes, qui, comme Nicolas Piquet l'a rappelé tout à l'heure, est au cœur de mes travaux d'historienne de la philosophie moderne. Et je terminerai par, peut-être pas tant une typologie, qu'une réflexion, disons, sur les méthodes, les perspectives, les enjeux de ce problème du canon des humanités pour la recherche et pour l'enseignement aujourd'hui. Donc, je commence par la guerre des canons. Alors, par guerre des canons, on désigne un épisode éminemment politisé qui a débuté en littérature et aux États-Unis dans les années 1960 et qui s'inscrit lui-même dans la continuité d'une guerre culturelle plus large et qui a connu une évolution décisive avec les études féministes et les études postcoloniales. Dans un article fameux, John Searle, pour désigner cet épisode, parle de « Storm over the University », tempête sur l'université. Alors, en quoi consistait cette guerre? En fait, elle portait principalement sur les critères d'inclusion des figures canoniques. Critères d'inclusion versus, évidemment, critères d'exclusion. Ces initiateurs se donnaient pour objectif de reconfigurer le canon.
L'enjeu était éminemment pratique. Il s'agissait de modifier les programmes d'enseignement afin de faire droit à une plus grande variété d'expériences et d'aspirations et d'assurer aux jeunes générations une formation plus en adéquation avec la diversité et les mutations de la société à l'échelle planétaire, globale, comme on le dit aujourd'hui dans la recherche sur ces questions. Donc, pour illustrer les deux camps et l'importance des différences entre les deux, j'ai choisi ces deux ouvrages, celui de Harold Bloom, donc The Western Canon, The Books and Schools of the Age, qui est paru en 1995, et qui est une défense revendiquée, acharnée du Western Canon, et une dénonciation de la politisation de la littérature. Et la recherche de Bloom, qui a fait scandale parce que ses opinions s'exprimaient de manière à la fois très directe et très assumée, voire provocante, donc, eh bien, elle s'est particularisée, notamment dans un ouvrage antérieur qui date des années 70, qui s'intitule The Anxiety of Influence, par le cas de Shakespeare. Donc, on a d'un côté, si je puis dire, Bloom et ses partisans. Et puis, de l'autre côté, bon, j'ai choisi un ouvrage un peu plus récent, celui de Park, qui s'intitule Africa, Asia and the History of Philosophy, Racism in the Formation of a Philosophical Canon, qui se donne pour objectif de mettre au jour des mécanismes d'exclusion et de nous faire réfléchir aux modifications du canon qui devraient résulter justement de cette mise au jour. Donc, vous voyez qu'on a par là moyen de catégoriser d'une certaine manière deux camps qui s'affrontent sur ces questions, qui n'ont pas le même diagnostic et qui ne proposent pas évidemment le même résultat ou le même type de remède. Alors, plus près de nous encore dans le temps, on peut citer comme exemple l'affaire d'Anne El Padilla Peralta. Donc, il s'agit d'un professeur de classics, l'équivalent de nos lettres classiques, à l'université de Princeton. Et lors d'un colloque, du colloque annuel de la Society of Classical Studies, en 2019, dans une communication qui portait sur l'avenir des classiques, eh bien, alors que l'Assemblée s'attendait à ce que cet éminent professeur prenne la défense de sa discipline et propose un plan de bataille pour la sauver, ce dernier s'est au contraire lancé dans une entreprise de démonstration, de dénonciation de la complicité des classiques dans l'injustice systématique, justification de l'esclavage, science des races, colonialisme, etc. Et il a conclu sur son incertitude quant à la question de savoir si sa discipline méritait vraiment un avenir. Donc, ce débat a été relayé très rapidement dans le New York Times. Je vous ai mis l'extrait dans le PowerPoint à gauche, la référence de l'article, dans un des Great Reads, des récits ou essais qui sont proposés chaque week-end aux lecteurs de ce magazine. Et puis, de manière toute récente, j'ai lu l'ouvrage la semaine dernière, il en est question en fait dans l'ouvrage de Pierre Vesperini, qui reprend dans la référence que vous voyez sous vos yeux, un papier qu'il a publié dans Philosophie Magazine le 1er juillet 2021 et qui s'intitule « Faut-il brûler les classiques ?» Alors pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Bien parce qu'on y retrouve la forme d'antagonisme entre deux conceptions, disons, des classiques, deux diagnostics et donc deux types de résultats et de mesures proposées, d'une part, mais qu'on trouve aussi à partir de là de quoi alimenter une réflexion qui nous permette peut-être de dépasser ces antagonismes et de se situer sur un autre plan. Alors, je retiens dans le travail de Pierre Vesperini trois arguments qui me semblent tout à fait intéressants de ce point de vue-là et qui l'épinglent comme des confusions logiques auxquelles il convient que nous prêtions attention pour pouvoir justement travailler de manière plus, disons, réflexive sur cette question brûlante. Alors, la première de ces confusions,
elle porte sur l'enseignement et le but d'une discipline. L'argument, c'est que les classiques, dans l'exemple qu'on vient de prendre, désignent la discipline se donnant pour but la connaissance de l'Antiquité gréco-romaine, au moyen de l'étude des textes grecs et latins. Et l'idée, c'est que la pratique peut être défectueuse, ce n'est pas ce qu'il s'agit de remettre en question, mais cela ne signifie pas pour autant que le but soit en lui-même condamnable. Autrement dit, qu'il faille enseigner autrement et que nous ayons toujours à réfléchir sur la manière dont nous enseignons et à nous remettre en question de ce point de vue-là, ne signifie pas pour autant qu'il faille détruire les classiques. Le deuxième argument, donc, porte sur le rapport et donc la confusion éventuelle entre l'étude et l'appropriation. Étudier n'implique en aucune manière d'approuver. D'écrire n'est pas juger. Ou étudier des jugements passés n'est pas revendiquer pour son propre compte ce type de jugement. En revanche, peut-on ajouter à l'analyse de Pierre Vesperini, l'un, c'est-à-dire l'activité consistant à décrire ces jugements et à les étudier, apparaît bien comme la condition sine qua non de l'autre, c'est-à-dire l'acte de juger, de former, de titiller ce fameux esprit critique dont il a été question tout à l'heure et qui revient de manière récurrente dans les rapports de jury. Ce qui est une autre façon de dire qu'on ne peut pas penser à partir de rien. La troisième confusion potentielle concerne le rapport entre la science et la politique. Le chercheur ou la chercheuse peut évidemment parfaitement avoir un engagement politique, prenant appui sur son activité scientifique. Mais l'important ici est l'expression « prenant appui ». Autrement dit, l'engagement politique ne peut ni supplanter, ni commander la recherche. Il peut en revanche y trouver de quoi rendre cet engagement à la fois partageable et critiquable, ce qui est une définition tout à fait acceptable de la science. Alors, quel est le lien entre la décision, je reviens un peu en arrière, quel est le lien entre la décision qui a été prise à Princeton à ce moment-là de ne plus exiger de connaissances du grec et du latin pour s'inscrire dans les humanités classiques, le lien donc entre cette décision et la capacité que nous pourrions avoir ou qu'un étudiant pourrait avoir aujourd'hui à interpréter à leur juste mesure des assimilations des Romains à des précurseurs d'un multiculturalisme heureux ou à des ancêtres de la xénophobie trumpienne. Une des réponses possibles consiste à rappeler qu'on ne peut connaître un monde sans connaître sa langue. C'est une autre façon de revenir sur les trois confusions potentielles que je viens de souligner. Alors, la recherche actuelle, qui est largement internationale, largement interdisciplinaire, manifeste et propose des outils précieux pour dépasser justement donc les antagonismes stricts, les pétitions de principe, et pour produire un travail original, utile à tous, et qui rende le mieux possible compte de la diversité de nos expériences. Alors, je vais y revenir en prenant appui, en prenant pour exemple, disons, celui que je connais le mieux, celui du canon de l'histoire de la philosophie moderne, mais dont il se trouve, et en un sens ça tombe bien, qu'il présente une forme d'exemplarité épistémologique. Alors, dans le monde anglo-saxon, 6 figures canoniques, c'est l'exemple du livre, de la couverture du livre de Bennett qui est au milieu du slide là, que vous voyez apparaître. Dans le monde anglo-saxon, 6 figures canoniques sont actuellement identifiées dans la période moderne. Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley et Hume. On y ajoute parfois Malebranche ou Hobbes, parfois Montaigne. Et ce qui est intéressant, c'est que ça varie en fonction des pays. La dimension nationale a son importance dans la réflexion sur les canons.
et que ça varie aussi, et c'est un point qui est particulièrement important pour notre propos aujourd'hui, ça varie aussi en fonction des avancées et de l'évolution de la recherche sur ces auteurs. Alors cette shortlist, elle est parfois réduite dans les articles en anglais notamment à 2 séries d'initiales, DSL, ou le camp des rationalistes, donc Descartes, Spinoza, Leibniz, face à LBH, ou au camp des empiristes, Leibniz, Locke, Berkeley et Jung. Pardon. Cette shortlist justifie l'écriture d'une histoire largement binaire, faite d'affrontements entre des dieux et des géants, des amis des formes et des idées, des amis de la matière et de la terre, dans laquelle on oublie souvent ce que ces étiquettes peuvent avoir d'historiquement ou de contextuellement situé, donc aussi de discutable. Je ne dis pas ici d'absolument relatif, mais en tout cas de discutable, et de relatif en tout cas à un certain nombre de circonstances qu'il importe de prendre en considération. Alors cette shortlist, elle est ironiquement désignée par ses détracteurs à l'aide d'une expression française, la crème de la crème, on devrait dire la crème de la crème peut-être, dans l'objectif de dénoncer la partialité des critères ayant présidé à sa sélection. Donc partialité des critères en termes de problèmes philosophiques, hein, c'est une liste qui privilégie les questions épistémologiques et métaphysiques, qui privilégie la raison plutôt que les passions. Et puis, c'est une liste réductrice en termes de support philosophique. On considère davantage les traités que les correspondances, les ouvrages pour un public lettré que les ouvrages de vulgarisation. Un texte écrit more géométrico ou sous la forme d'un essai ou d'une méditation, on le considère davantage qu'un poème, un fragment, des conversations, des maximes. Alors, cette partialité, elle s'est traduite par une série de hiérarchisations et de minorations. Vous voyez apparaître à l'écran l'ouvrage de Thomas Lennon qui porte sur la bataille des dieux et des géants et qui oppose de ce point de vue-là des cartésiens et des gascindistes comme autant de rationalistes à des empiristes. Et puis, de l'autre côté, vous voyez apparaître la référence à un article de Alberto Banzo qui revient sur la relativité, ou du moins qui contextualise les catégories que nous mobilisons pour nous rapporter à ces corpus en travaillant sur l'historiographie du XIXe siècle. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, cette partialité dans l'argument que je poursuis, donc, s'est traduite par un certain nombre de hiérarchisations, de majorations, de minorations. Elle a entraîné une série d'exclusions plus ou moins conscientes, mais redoutablement efficaces, et elle traduit une, voire des conceptions de ce qu'est ou de ce que doit être la philosophie elle-même, ainsi que des rapports qu'elle doit entretenir avec ce que l'on considère alors comme son extérieur. Il y a des contenus philosophiques que l'on estime être plus valables que d'autres, et puis certains que l'on estime même ne pas être du tout philosophique. Donc, critiquer ce canon, si je poursuis l'argument, c'est contribuer à son renouvellement pour renouveler en retour le curriculum, c'est défendre une définition de la philosophie elle-même, de sa fonction, de ses limites. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de revenir en particulier sur les figures modernes? Eh bien, parce qu'il semble qu'elles occupent, d'une part parce qu'elles occupent dans ce canon une place très importante, voire privilégiée. Ensuite, c'est-à-dire qu'elles reviennent très très souvent en fait, hein, elles sont les figures les plus, elles figurent parmi les figures les plus notables et les plus valorisées de ce canon, et aussi parce que elles semblent traduire une résistance toute particulière qu'on peut illustrer de manière tout à fait intéressante et significative par la politique éditoriale d'un des plus grands journaux en histoire de la philosophie moderne, qui est le British Journal for the History of Philosophy. Il se trouve que donc, il était dirigé jusqu'à il y a peu par Mike Binet, qui est un philosophe analytique, mais qui travaille sur l'histoire de la philosophie analytique et qui présente cette singularité, donc d'avoir assumé
pendant de longues années la responsabilité d'un journal en histoire de la philosophie. Et en 2013, il publie donc dans ce journal un compte-rendu ou un retour, disons, sur les 20 années précédentes. Et il fait le constat d'une présence écrasante du fameux Club des 6 ou Club des 7, et il propose de modifier la politique éditoriale du British Journal pour, de manière beaucoup plus incitative, accueillir des communications sur des figures philosophiques différentes de celles de ce Club des 7. Donc, en 2013, à peu près la moitié des articles publiés concernaient ces 7 philosophes, et 2/3 des articles concernaient une liste composée de 16 philosophes, donc 9 en plus des 7 en question. Mais le but affiché était clair, il s'agissait de diversifier, d'ouvrir, de pluraliser très largement cette liste. Que se passe-t-il en 2018, donc 5 ans après? Mike Binet fait le bilan. Il dit la chose suivante, il dit, on a toujours le même club des 16 ou le même top 16, mais dans un ordre différent. En 2018, c'est d'abord Kant, puis Hume, Descartes, Leibniz, Spinoza, Hobbes, Platon. Et le changement le plus important concerne le fait que le club des 7 n'occupe plus que 39% des publications, et le top 16, 57%, là où il occupait 67% en 2013. Donc, on voit que ces figures canoniques, à la fois, sont pluralisées, diversifiées et cheminent avec d'autres au fur et à mesure que l'on fait progresser la recherche en histoire de la philosophie, mais qu'en même temps, il y a quelque chose comme une résistance. On a visiblement beaucoup de mal à les éviter, voire, pour ceux qui le souhaiteraient, à s'en débarrasser. Donc, ça pose la question de savoir comment on peut expliquer ce phénomène et comment on peut s'efforcer de travailler sur ce phénomène. Donc, c'est le type de question que je me suis posée s'agissant de la figure paradigmatique de Descartes, dont vous voyez que, alors évidemment, il s'agit ici de caricature, mais qu'elle ne vaut pas seulement comme justement un exemple parmi d'autres, mais les caricatures mobilisées ici, on a même un jouet dans la dernière, attestent de ce qu'on a là une figure philosophique totalement passée, on va dire, dans la culture des uns et des autres, et qu'il y a là quelque chose à creuser pour comprendre comment et pourquoi on peut en arriver là, pour reprendre l'expression de Waite dans son article. Alors, je vais repartir du moment où j'ai commencé à travailler à faire de la recherche sur Descartes et sur le cartésianisme, et je vais repartir d'une circonstance. En fait, j'étais, comme beaucoup d'entre nous, je crois, arrivée à Descartes de manière assez fortuite, par des programmes de lecture qu'on m'avait donnés au lycée, et puis ensuite par le programme du concours d'entrée à l'ENS de Fontenay, puisqu'on avait à l'oral la correspondance avec Élisabeth. Or, il se trouve que dans cette correspondance, la princesse pousse Descartes à aborder des questions dont il n'a pas traité antérieurement, ou pas sous cet angle, la question de l'union de l'âme et du corps, la question des passions. Elle l'oblige à prendre en considération les données expérimentales. Elle l'interroge sur la morale, sur la politique. Elle fait de lui le meilleur médecin pour son âme. Elle lui confie ses maux physiques et lui demande des remèdes sur des questions relatives à sa santé, aussi bien physique que mentale, dirait-on aujourd'hui. Et dans ce texte, en outre, Descartes revient sur des textes antérieurs qu'il a publiés ou qu'il n'a pas publiés. Il revient sur même le traité de l'homme qui est inédit à ce moment-là. Il publie la version française des Principia qu'il dédie à la princesse. Et on assiste à la gestation du traité des passions de l'âme et à ce que Descartes appelle son premier crayon,
à sa réécriture, etc. Autrement dit, cette correspondance est un lieu d'observation très privilégié de la philosophie cartésienne. On la voit se commenter, voire se reprendre, se déplacer et même s'élaborer, et penser l'articulation la plus pertinente des différentes parties antérieurement séparées. Je pense en particulier au principe de la philosophie et à l'image fameuse de l'arbre de la philosophie, devenue canonique d'ailleurs. Et elle les pense à partir d'une période qui est postérieure aux méditations et a fortiori au discours de la méthode. Autrement dit, il s'agissait là, on est dans les années 90, d'un Descartes très différent du Descartes qui était majoritairement consacré dans les manuels et enseigné, aussi bien au lycée que dans certaines universités, et qui était le Descartes plutôt des 4 premières méditations métaphysiques et des 4 premières parties du discours de la méthode, le Descartes du cogito et des preuves rationnelles de l'existence de Dieu. Quels outils étaient alors à notre disposition pour travailler? Alors ici, j'ai essayé de recenser grosso modo les méthodes dont nous disposions pour travailler ce curieux objet. La première, dans l'ordre d'exposition ici, donc la méthode génétique, elle consiste à se montrer attentif à l'évolution, à la naissance et à l'évolution d'une pensée, et à se demander, et parfois la réponse est bien difficile, lorsque reformulation ou impression de nouveauté il y a, si on a affaire à une inflexion notable, voire à un changement important dans la doctrine de l'auteur, ou bien s'il s'agit simplement d'une stratégie d'exposition ou d'un point de vue qui a varié. La méthode structurale, donc, qui est une méthode plus internaliste, attentive à l'agencement des arguments dans un extrait ou une œuvre donnée. La méthode contextualiste, qui essaye de reconstituer, on va dire, le réseau des circonstances et des relations ou des intertextualités qu'on pourrait qualifier de pertinentes pour comprendre le texte en question. Donc là, on a 3 méthodes, on va dire, classiques pour l'historien ou l'historienne de la philosophie, qu'on commençait à ce moment-là à combiner et qu'on maîtrise à peu près aujourd'hui. Ce qui était beaucoup plus nouveau, et beaucoup plus étonnant pour certains, c'était la méthode d'étude de réception, puisque, alors je dis pour certains, je pense aux historiens de la philosophie, puisque les études de réception n'analyse plus tant ce que l'auteur a dit ou voulu dire, donc dans une optique de fidélité chère à l'historien ou à l'historienne de la philosophie, mais plutôt ce qu'on a fait dire à l'auteur, de façon parfois très infidèle, dans un autre contexte et pour servir d'autres enjeux. J'ai pris l'exemple ensuite, parce qu'on y reviendra, des études féministes, donc études féministes qui se sont particulièrement intéressées à la notion d'épistémologie située et qui ont, contre une histoire, disons, occidentalo-centrée et patriarcale, voulu proposer effectivement des outils pour raconter une autre histoire, voire pour faire une contre-histoire de la philosophie, et pour réintégrer donc dans ce canon des autrices, généralement d'ailleurs travaillant sur des supports, proposant des supports philosophiques très différents de ceux que nous rencontrons dans les corpus canoniques. Et puis, eh bien, aujourd'hui, il y a encore histoire intellectuelle, on pourrait dire aussi histoire culturelle, attentive aussi aux conditions matérielles de production d'une œuvre, et puis l'histoire globale qui fait, disons, une histoire dans une perspective qui veut se démarquer de, notamment, une perspective qu'on pourrait qualifier d'occidentalo-centrée. Bon, voilà, grosso modo, les outils dont la recherche a mis progressivement à notre disposition, dans un contexte qui s'est largement internationalisé, pour travailler sur ces corpus et pour mettre au jour la diversité des arguments que ceux-ci nous proposent. Je donne simplement les 2 exemples ici, s'agissant de Descartes, 2 exemples qui présentent
ceci de singulier qu'ils sont parus la même année et qu'ils se positionnent tous les deux justement par rapport à une histoire de la philosophie qu'ils cherchent à renouveler et par rapport à laquelle ils cherchent qu'ils cherchent même à dépasser, si vous voulez. C'est l'ouvrage donc de François Zouvi qui analyse la manière dont Descartes est devenu une passion nationale, et puis l'ouvrage de Stéphane Van Damme qui l'analyse en tant que grandeur culturelle. Et ce qui va m'intéresser dans ces deux travaux et ceux qui suivent, les deux exemples qui suivent empruntés aux études féministes, c'est que cela nous permet de problématiser des réceptions tout aussi légitimes et parfois opposées les unes aux autres d'un certain nombre de contenus philosophiques, comme ici, par exemple, la fameuse thèse du bon sens comme chose du monde la mieux partagée. Le bon sens comme chose du monde la mieux partagée, comme le montre par exemple l'ouvrage de François Zouvi, ça peut donner lieu à des revendications et à des réappropriations communistes, pour prendre un exemple politique, telle que celle de Maurice Thorez à l'Assemblée dans le discours bien connu. Et puis ça peut donner lieu aussi à des réappropriations par le camp adverse, c'est-à-dire le camp des ultras, selon que l'on considère que cette universalité de bon sens ouvre à une forme de collaboration internationale entre les hommes, ou bien qu'elle provient, par exemple, d'une divinité qui fait qu'on peut la partager sans que personne n'en soit lésé. Et puis, cette thèse de l'universalité du bon sens, d'un point de vue, on va dire, féministe, elle peut à la fois servir à montrer en quoi le cartésianisme a aidé à œuvrer à l'émancipation des femmes et à thématiser un esprit non sexué, et d'un autre côté, et au contraire, disons, aider à montrer qu'il y a cette forme faussement universaliste de rationalisme s'est en fait traduite par des exclusions et des oppressions, notamment des femmes. Dans le travail de Val Plumwood, les connexions sont faites entre l'oppression des femmes et celle de la nature. Bon. Ce qui, dans cet ensemble de méthodes et de travaux à notre disposition, celui qui a particulièrement retenu mon attention est l'ensemble qu'on pourrait qualifier d'ensemble historiographique. C'est-à-dire que je me suis particulièrement intéressée à la façon dont ces discours dominants ou ces représentations dominantes des philosophes du passé se sont sédimentés, voire fossilisés dans des discours et passés dans des institutions et des manuels, et dont nous continuons d'hériter sans toujours nous en apercevoir. Donc, l'historiographie du XIXe siècle français en particulier, c'est le moment où s'institutionnalise un modèle de la discipline, une philosophie d'État, c'est l'ouvrage de Patricia Meren, dont le Descartes psychologue national de Victor Cousin est la figure de proue. Et cette historiographie est un extraordinaire miroir grossissant, non seulement pour réfléchir sur d'où nous venons et sur comment on en est arrivé là, pour reprendre l'expression de l'article de Waite, mais aussi pour réfléchir nos pratiques d'historiens de la philosophie, le sens et la portée qu'on accorde aux valeurs, voire aux vertus telles que l'objectivité, la fidélité, étant entendu qu'il s'agit en dernier ressort de juger les capacités des philosophies examinées à éclairer, voire à régler des problèmes du temps présent. Et ce sont des thématiques que l'on retrouve très largement dans, par exemple, la philosophie des professeurs de François Châtelet, par exemple. Alors, cette attention apportée à l'historiographie m'a amené à forger cet outil qui s'affiche ici, qui est celui de figure philosophique, et qui comporte 3 dimensions. Une figure philosophique, c'est un stock identifiable de philosophèmes, par exemple pour Descartes, le cogito, les animaux-machines, bon. Inscrite dans une généalogie de figures, on entend par là que cette figure philosophique entretient des liens, des filiations ou des liens de répudiation même avec d'autres figures philosophiques passées. On peut avoir des affinités ou au contraire des antagonismes.
Et puis, une figure philosophique, sa particularité, c'est qu'elle est actualisable et que de fait, elle ne cesse d'être actualisée pour servir des débats présents. Bon. Le moins de changement, évidemment, dans le premier critère se répercute sur les autres, etc. C'est ainsi que, s'agissant de Descartes, si on privilégie, par exemple, l'homme-machine, eh bien, on va être sensible à une filiation matérialiste médicale du type de celle que Marx identifie dans la Sainte Famille, hein, entre Régis, Cabanis, la Métrie, etc. Et on va se concentrer sur cette postérité cartésienne-là. Alors que si on est davantage sensible au cogito, aux preuves de l'existence de Dieu, etc., eh bien, on va plutôt aller du côté du Descartes fondateur de la subjectivité moderne ou du côté de certains développements ontothéologiques. Et dans les deux cas, évidemment, on ne donnera pas à Descartes les mêmes amis, les mêmes ennemis dans l'histoire de la philosophie moderne. Bon. Alors, c'est ce point-là que j'ai essayé de travailler dans mon ouvrage « L'autorité d'un canon philosophique, le cas Descartes ». Hein. Je prends un certain nombre d'exemples, partant de Descartes lui-même pour arriver jusqu'au XIXe siècle, et où surtout, j'essaye de restituer la genèse polémique et plurielle de la figure épurée et dominante qui nous est parvenue, ce Descartes très dualiste au fond, de façon à rouvrir les histoires possibles du cartésianisme et à montrer que d'autres chemins restaient ouverts et sont empruntables pour nous aujourd'hui dans notre recherche et notre enseignement. Je m'aperçois que le temps tourne, donc j'en viens rapidement à la dernière partie, s'agissant qui concerne donc les méthodes, et qui pose la question de savoir, du coup, comment nous pouvons travailler à élargir notre expérience commune. Et je vais le faire en prenant l'exemple des travaux sur les minores et les majores. Alors, vous avez sans doute remarqué, si vous vous intéressez un peu à ces questions, que se développe aujourd'hui un certain nombre de collections qui prétendent, disons, faire une autre histoire de la philosophie, faire une contre-histoire de la philosophie, l'écrire autrement, etc. Et parmi les programmes de recherche très importants et très internationaux sur ces questions, eh bien, il y a celui qui s'intitule Extending New Narratives et qui est porté par la chercheuse Lisa Shapiro. Je reviens sur quelques arguments qu'elle mobilise dans une de ses toutes dernières productions scientifiques pour expliquer l'intérêt de l'étude des corpus d'autrices dans ce travail sur l'élargissement de notre expérience commune, donc sur le renouvellement du canon. Alors, elle part du constat qu'on a fait tout à l'heure, du petit nombre de figures plutôt que de problèmes, d'une conception écrasante d'une raison systématique, atemporelle, trop idéale, des problèmes épistémologiques et métaphysiques, et du rôle absolument déterminant qu'a joué dans ces questions l'historiographie du XIXe siècle. Et son objectif, c'est de montrer que ces manques ou ces biais sont exemplairement corrigés par les corpus d'autrices. Donc, pourquoi? Parce qu'on trouve dans ces textes ce qu'elle appelle un esprit de réflexion qui explicite les présupposés fondamentaux, qui les corrige, parce qu'on y trouve de quoi penser pour elle-même la contextualisation, c'est-à-dire, en l'occurrence ici, une histoire qui serait non idéale, d'une part, mais qui surtout serait iketninck, ou qui serait consacrée à résoudre des problèmes concrets de personnes concrètes engagées dans les affaires de la vie, et puis aussi parce que ces corpus se posent des questions qui ne sont pas ou pas suffisamment représentées dans notre canon, et notamment une question qui nous concerne beaucoup dans ce printemps de la recherche, la question de l'éducation. Donc, en quoi est-ce que ces corpus féminins nous aident à pluraliser, enrichir ce canon? Essentiellement en ce qu'ils rendent compte d'éléments d'expériences vécues qui permettent d'enrichir celle qui est actuellement, disons, proposée dans la shortlist. Donc, ces corpus nous permettent de travailler une démarche plus inclusive, c'est-à-dire de rechercher des points communs potentiels qui peuvent
nous permettre, dit-elle, de conférer un certain degré de cohésion à notre discipline. Alors, à partir de là, on pourra réfléchir sur l'intérêt de mettre encore davantage en synergie qu'on ne le fait actuellement les travaux différents, justement, et les outils différents dont nous disposons pour étudier les minores. Et je pense en particulier, je ne vais pas le développer ici, on y reviendra dans les questions si vous voulez, parce qu'on est presque au bout de la communication, tous les travaux qui se sont développés depuis 20, 30 ans sur les manuscrits clandestins et qui nous ont donné autant de moyens de renouveler notre compréhension des grands auteurs eux-mêmes. Donc j'en viens à ma conclusion. Donc l'idée ici, c'est de se souvenir qu'une guerre de culture, et c'est pour ça qu'on est parti de l'actualité, c'est peut-être avant tout une polémique d'opinion et de préjugés. Et que former la faculté de juger, si tant est que cela soit bien notre mission principale, et qu'on puisse l'atteindre ou qu'on puisse la remplir, eh bien, cela implique une méthode d'étude des jugements du passé, de façon justement à élargir notre expérience commune et à revitaliser en permanence le canon des humanités. Autrement dit, plus on travaillera à traduire la richesse, le dynamisme de la recherche dans notre enseignement, mieux on préviendra, je crois, la réception de l'enseignement par des opinions, mieux on travaillera à réduire la marge d'univocité, de décontextualisation des opinions, mieux, je crois, on travaillera à réduire la part d'arbitraire de notre enseignement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Delphine, pour cet exposé très riche qui nous a, enfin en tout cas qui m'a, moi, beaucoup appris en me faisant connaître la polémique que j'ignorais assez totalement sur cette question du canon. Je me permets d'abord, avant de me permettre de poser une question pour initier la discussion, de rappeler à celles et ceux qui nous écoutent, qu'ils ne peuvent pas poser directement de questions, ils sont obligés de passer par la petite icône question, et je me ferai l'interprète de leurs questions. Le temps qu'il ou qu'elle pose des questions, je me permets de commencer par en poser une première, en évoquant la possibilité de distinguer deux questions. La première question qui consiste à dire qu'on ne peut pas penser seul et qu'on a besoin de références pour penser, je pense qu'on s'accordera tous là-dessus, et la deuxième question qui consiste à utiliser la notion de canon pour désigner cet ensemble. Le propre d'un canon, en particulier dans son usage religieux, c'est qu'il est défini par une autorité et surtout il est clos. Enfin, je veux dire, la question de la clôture du canon est évidemment une question religieuse importante. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on voilà, on a besoin de références pour penser, mais que ces références ne s'inscrivent pas forcément dans une liste, dans un canon. C'est l'utilisation de la notion, la permanence de la notion de canon qui me pose question. Oui, alors juste je vais revenir sur un petit point de ce que tu as dit juste avant. C'est vraiment très intéressant ce que tu as dit sur le... Ah ben je connaissais pas trop cette polémique sur la guerre des canons, parce que justement ça dit quelque chose de notre discipline. Ça dit quelque chose de la pérennité d'une certaine manière problématique, c'est-à-dire qu'on peut questionner de ce canon dans notre discipline, justement. Et ça dit aussi quelque chose, évidemment, de la différence des contextes français et américains. Et donc, c'est pas anodin, en fait, qu'on y prête pas forcément vraiment attention, en fait. Ça dit aussi quelque chose même de la philosophie, peut-être par rapport à la littérature, où cette question-là a été beaucoup plus débattue qu'elle ne l'a été ou qu'elle ne l'est encore en philosophie, au fond. Alors, pour revenir à ta question, oui, un canon, ça a évidemment une signification religieuse. C'est d'ailleurs de cette signification que partent les textes critiques, précisément parce qu'il s'agit de dénoncer la dimension dogmatique du canon, sa dimension arbitraire. Et donc, la question, c'est de savoir justement comment est-ce qu'on peut faire en sorte
que ce canon soit ouvert, hein, ou qu'il soit, comme j'ai essayé de le dire à la fin de mon intervention, qu'il soit vivant, qu'il ne soit pas clos, pour reprendre ton expression. Il y a plusieurs manières, en fait, de le faire, et évidemment, elles ne sont en rien exclusives les unes des autres. Il y a le travail qui consiste justement à pluraliser les figures, c'est-à-dire à diversifier ou à ouvrir cette clôture, si je puis dire. Et un certain nombre d'outils sont à notre disposition aujourd'hui pour cela et pour l'enseignement. Hein. Il y a beaucoup d'anthologies nouvelles, par exemple, qui sortent, hein, et qui comprennent des textes beaucoup plus variés, beaucoup plus diversifiés qu'antérieurement. Et il suffit de regarder les manuels pour enseigner la philosophie au lycée aujourd'hui, et puis de les comparer à ceux qu'on pouvait utiliser. Quand moi-même j'étais professeur en lycée il y a une vingtaine d'années, c'est déjà très différent. Hein. Donc on voit par là que ce canon n'est pas clos, mais qu'il se renouvelle sans cesse. Et donc l'autre moyen complémentaire du premier, de travailler à la non-clôture ou à l'ouverture de ce canon, c'est de pluraliser les figures canoniques elles-mêmes. Et c'est ce à quoi nous aide la recherche. Hein. Évidemment, quand on accède à l'intégralité et à la diversité des textes d'un auteur, hein, s'agissant de Descartes, quand on lit pas seulement l'imitation, le discours, mais tout ce qu'il a écrit en physiologie, etc. Hein, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la correspondance avec Élisabeth. Eh bien, on se fait de cette figure canonique une représentation très différente et pas du tout close, justement, très différente donc de celle qui est parfois fossilisée dans des représentations ou des maximes. Hein. Donc, je te remercie. Là, je vais me faire l'interprète des questions qui sont posées et que je relais avec plaisir. Alors, on m'a demandé de ne pas citer les noms, je suis désolé. Donc, je vais reprendre les questions et je les anonymise en quelque sorte. Alors voilà, je lis. Hein. Je trouve l'exposé intéressant et inspirant. Comment éviter d'interroger le passé du point de vue du présent dans notre étude des Minores ? Alors, il y a deux aspects, je pense, dans la question. Comment éviter? Alors, c'est une question à la fois épistémologique et puis, j'allais dire, presque anthropologique, c'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment les moyens de le faire et est-ce qu'on n'est pas toujours dans l'illusion quand on pense le faire? Eh bien, la démarche contextuelle ou contextualiste est un bon moyen d'essayer, en tout cas, d'éviter, et beaucoup d'historiens de la philosophie croient l'éviter. C'est pas sûr qu'ils y parviennent toujours ou du tout. Donc, c'est de revenir, en somme, à l'étude circonstanciée des conditions dans lesquelles tel ou tel a présenté tel argument. Et l'intérêt, évidemment, de cette démarche de contextualisation, c'est que on s'efforce d'éviter les anachronismes, d'importer dans les textes du passé des problématiques qui ne sont pas les leurs, etc. Mais la question, après, donc, se dédouble en celle de savoir si c'est seulement possible. Et puis, surtout, en celle de savoir jusqu'à quel point c'est souhaitable. Et c'est ce type de question que nous permet de poser un corpus comme le corpus cousinien, justement. La grande particularité de ces histoires de la philosophie du XIXe siècle, c'est d'assumer parfaitement la dimension jugeante, mais qu'elle présente dans la continuité d'une dimension soi-disant descriptive, objective, fidèle, etc. L'une étant censée conditionner l'autre. Alors, la séparation entre cette dimension, disons, descriptive et cette dimension jugeante, elle a pu, dans l'histoire de notre discipline, se perdre et même se perdre dans une autre façon de faire de l'histoire de la philosophie, qui serait par exemple la philosophie analytique. Je parle de la dimension jugeante. Donc, il n'est pas certain qu'on doive abandonner cette dimension-là, hein, c'est-à-dire le questionnement des textes du passé à partir de problématiques présentes. En revanche, il importe de travailler à l'explicitation de la manière dont on travaille et des raisons pour lesquelles on le fait,
et on peut difficilement, me semble-t-il, aboutir à autre chose qu'à des opinions, donc à un ensemble de préjugés comme tels difficiles à partager vraiment, sans faire la démarche première qui consiste justement à s'efforcer de contextualiser au mieux ces textes du passé. Voilà ce que je répondrai. Je pense. Je continue à poser une question qui a été adressée. Peut-on se passer du canon pour construire une culture commune? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle canon, justement, et tout dépend de ce qu'on appelle commun et de quoi résulte le commun. En fait, à partir du moment où on considère que pour construire quelque chose de véritablement commun, il faut essayer de lutter, si je puis dire, contre l'univocité, contre la décontextualisation, contre la simple expression d'opinion. Et que c'est seulement à cette condition qu'on parviendra à s'ouvrir aux expériences différentes de la sienne, qu'on ne choisira pas une expérience contre toutes les autres. C'est seulement à cette condition qu'on pourra commencer à réfléchir à quelque chose qui pourrait véritablement être commun et partageable et qui ne soit pas arbitraire. Et donc, si on essaie de faire ce chemin dans sa recherche, en diversifiant ses lectures, en s'ouvrant aux méthodologies des autres disciplines, et dans son enseignement, peut-être qu'on arrivera à construire une représentation du canon qui puisse justement qui puisse véritablement définir quelque chose comme cette culture commune. Dans le cas inverse, ça me semble compliqué. Une autre façon de le dire pourrait être la suivante. Le travail éducatif ne doit pas consister, en tout cas prioritairement, à plaire, au sens où, ou à être agréable, au sens où on réinvestirait ici des opinions et des préjugés, mais à essayer de gagner en légitimité ou en non-univocité en prenant en compte au maximum le spectre des expériences possibles. Et ce spectre varié des expériences, eh bien, on le trouve dans la diversité de la recherche, justement. Donc, je ne crois pas qu'on puisse se passer d'un canon pour construire une culture commune, mais on peut incontestablement se passer d'un canon qui serait construit sur des opinions univoques et exclusives. Ça, oui. Très bien. J'occupe aussi la fonction de maître du temps et on est en train de terminer l'heure prévue pour cette intervention. Je te remercie encore au nom du Printemps de la Recherche pour ta communication qui, j'en suis sûr, nous aura permis les uns les autres d'ouvrir nos références et je te remercie. Je vois que ton adresse est à l'écran et si jamais les uns les autres, j'imagine, ont des questions de référence à te poser, ils pourront t'adresser des mails. On m'a demandé pour terminer cette séance de préciser la date et le sujet de la prochaine conférence. Alors, la prochaine conférence, toujours dans cette 8e édition du Printemps de la Recherche, aura lieu le 31 mai à 16h30. L'horaire est toujours le même, donc 31 mai. L'intervenante sera Magali Galezo, qui est maître de conférence en didactique des sciences à l'Université de Paris-Saclay. Et le titre de son intervention est « Éclairage de la recherche pour contribuer à la réflexion concernant les formations à l'histoire et à l'épistémologie des sciences. Quels objectifs, quel contenu, quelle stratégie, quels résultats ?» Et on m'a demandé aussi de vous rappeler que la participation est évidemment gratuite, mais il convient de s'inscrire auparavant sur le site du réseau des INSPE. Je te remercie encore une fois, Delphine, pour cette intervention. Merci Nicolas, merci à tous. Voilà, merci bien à tous et
au plaisir de se retrouver lors des prochaines séances du printemps de la recherche en éducation. Merci.